Bon, il est 14h04, donc je vous propose de démarrer. Merci en tout cas pour votre ponctualité. Vous êtes présent aujourd'hui pour un webinar qu'on a organisé spécifiquement pour l'écosystème IT numérique, donc principalement les ESN, les intégrateurs, les éditeurs et les constructeurs informatiques. Et la thématique du jour qu'on voulait partager avec vous, c'est tout ce qui tourne autour de la visibilité, comment accroître sa visibilité sur le marché auprès de ses clients, auprès de son écosystème. Et évidemment, et c'est pour ça qu'on a mis un et le et est important, c'est comment aussi ces actions de visibilité vont permettre de soutenir vos objectifs commerciaux. Donc, juste pour le côté un peu logistique, donc vous connaissez certainement GoToWebinar, vous avez possibilité de poser vos questions et je serais ravi en tout cas de pouvoir avoir une petite interaction avec vous en fin de présentation. Hein. L'idée, c'est pas que juste vous dérouler des présentations, mais aussi d'avoir un échange s'il est faisable. Et comme on va pas être énormément nombreux, je pense que ça sera assez facile de pouvoir mener du temps sur ce sujet. Donc, n'hésitez pas à poser les questions dans le petit onglet questions de GoToWebinar et puis on y répondra en fin de session et on ouvrira les micros pour ça. Pour ceux qui poseraient la question, on va enregistrer le webinar et on pourra vous donner le replay si vous voulez le partager en interne avec vos collègues et le revoir a posteriori. Donc juste très rapidement l'agenda, je vais faire une courte introduction sur Pâques histoire de planter le décor. Après on va parler évidemment de l'objectif et les objectifs du webinar et puis vous présenter un petit peu nos recommandations sur l'approche autour de la visibilité avec quelques exemples et des références. Et enfin on finira par des questions-réponses. Donc juste pour reparler rapidement de Pâques, hein, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc on est le cabinet Pierre Audouin Consultant, on existe depuis 1976, donc plus de 40 ans. On a l'ambition d'être un leader européen de l'analyse et de conseil dans le domaine des logiciels, des services informatiques et de la transformation numérique. Donc en gros, on est un cabinet d'analystes qui est très barycentré en Europe. On est présent à Paris, à Londres, à Munich et Bucarest. Et on tient vraiment à cette différenciation, quoi. On a vraiment une volonté d'être une alternative européenne aux grands acteurs analystes américains, notamment, et de pouvoir apporter justement à l'écosystème européen et local une vision marché très pragmatique, très proche, très en proximité, et donc vraiment pouvoir accompagner l'écosystème local dans leurs problématiques de développement, de business, de visibilité. Donc nos activités, clairement, notre métier d'origine et ce qui occupe 50% de nos occupations, c'est évidemment de faire de la recherche de marché et de générer des données autour de ce marché, hein, sur les tendances, sur les dépenses IT, sur les segments de marché, leur volume, leur croissance. Donc ça, c'est une grosse partie de notre activité. Évidemment, on analyse toutes ces données marché et on essaie de les restituer au travers de rapports, au travers d'ateliers, au travers de missions de conseil qu'on réalise pour l'écosystème et les décideurs informatiques, évidemment. Et aussi, on fait des comparatifs, donc on fait souvent des benchmarking, notamment des ESN, sur des positionnements thématiques comme le cloud, SAP, la sustainability, enfin, tous les grands thèmes actuels qui, évidemment, intéressent les donneurs d'ordre dans les entreprises et dans les organisations publiques. Associé à ça, évidemment, on a, en complément de cette activité de recherche, on a des missions de conseil, donc des conseils auprès des décideurs informatiques et aussi des missions de conseil auprès des offreurs, donc qui tournent souvent autour de la stratégie IT et la stratégie de développement pour les offreurs. On assiste aussi des éditeurs et des ESN sur des stratégies de M&A, donc on travaille évidemment sur tous les aspects de croissance externe, notamment sur l'identification, la qualification et la mise en relation avec des potentielles cibles d'acquisition dans les cadres de ces stratégies. Et enfin, évidemment, on anime souvent des événements, soit nos propres événements, soit les événements de nos propres clients. Et on fait aussi beaucoup d'ateliers, notamment des ateliers en direction, donc direction générale, direction commerciale, direction marketing, pour être capable de mettre en contexte finalement toute cette recherche et tous nos acquis, toutes nos connaissances sur le marché. Et les domaines d'expertise, assez classiquement, on traite tous les grands domaines de l'IT actuel, donc tout ce qui tourne autour de la data, du digital, des applications business, du cloud computing, de la cybersécurité, de l'innovation autour du digital, de l'IoT et plus récemment tout ce qui tourne autour de la corporate social responsibility et la sustainability, donc la RSE, la sustainability, pour évidemment étendre notre recherche à tous ces sujets qui sont portés aussi par le numérique. Donc la vocation qu'on a, c'est d'accompagner nos clients de bout en bout. Je ne vais pas vous passer toutes ces briques en détail, mais juste pour comprendre, on part toujours d'une analyse finalement de votre positionnement. On essaye de vous comparer finalement aux tendances du marché et aux tendances de vos compétiteurs. Et à partir de ça, on est capable de faire un diagnostic et de faire des recommandations qui peuvent après découler sur un certain nombre de projets
du développement de contenu, des actions de sales enablement pour vos équipes, définition de business plan. On travaille aussi beaucoup sur les aspects partenariales, hein, donc on vous aide aussi à mieux qualifier vos partenariats, comment les étendre, comment les animer. Et aussi, on est capable aussi, notamment pour les éditeurs, d'évaluer des nouveaux partenaires pour leur écosystème. Et enfin, comme je disais tout à l'heure, on accompagne le M&A. Ce qu'il faut juste retenir là sur ce slide-là, je vous laisserai regarder ça et puis on pourra vous le commenter a posteriori, c'est qu'évidemment, toutes ces activités de conseil se nourrissent de notre connaissance du marché. Donc, ça nous permet d'avoir des référentiels qui vous permettent de vous comparer et donc de manière objective et indépendante et d'être capable de faire des diagnostics aussi fiables et utiles pour vous pour prendre les bonnes décisions. Alors pourquoi on est ensemble aujourd'hui? Moi, j'ai un sujet récurrent qui m'anime quotidiennement. On parle avec beaucoup d'offreurs, on parle beaucoup avec les éditeurs, avec les ESN, on parle aussi beaucoup avec les directions informatiques. Vous savez, on est partenaire de Numéum, on est partenaire du CRIP, on travaille, on échange souvent avec le SIGREF, on travaille évidemment avec beaucoup d'offreurs dans l'écosystème. On a cette position très privilégiée pour pouvoir parler avec tout le monde. Et ce qu'on constate souvent, c'est il y a un sujet qui est quand même assez fréquent, c'est que les offreurs nous disent je suis connu par mes clients sur un certain nombre de sujets, mais je développe des nouveaux sujets, je ne suis pas connu, je ne suis pas visible là-dessus. Comment je pourrais faire pour être plus connu là-dessus ou pour être plus sollicité, notamment quand il y a des consultations, des RFI, des RFP. Donc ça, c'est vraiment la chose qu'on entend le plus fréquemment quand on discute avec des offreurs comme vous. Et quand on parle avec les décideurs informatiques, alors c'est très drôle, souvent ils ont une vue très parcellaire finalement de l'écosystème, de leaders, de gens compétents finalement dans un certain nombre de domaines. Donc ils ont une vision très restreinte finalement des offreurs. Souvent, ils ne savent pas les comparer et quand on leur dit mais pourtant les offreurs communiquent beaucoup, ils essaient de se rendre visibles, de communiquer sur leurs offres, ils nous disent oui, mais souvent la communication qu'ils nous envoient, elle n'est pas très facile à comprendre, elle n'est pas très lisible, pas très facile à différencier. Et donc finalement, il y a, comme on a dans certaines applications de rencontres, la rencontre, elle ne se fait pas toujours entre les donneurs d'ordre finalement et les offreurs qui essayent en vain parfois d'essayer d'être un peu plus connus, un peu plus visibles sur des sujets. Donc comment on fait ce matching, ce perfect market fit pour faire en sorte que les offreurs soient entendus, connus et compris par les décideurs et que les décideurs les perçoivent un peu plus pour pouvoir étendre leur champ des possibles. Donc c'est pour ça qu'on a organisé ce webinaire parce qu'on voulait vraiment vous partager ce retour d'expérience qu'on a et on a essayé de le synthétiser dans le cadre de ce webinaire et de faire un certain nombre de recommandations. Alors, qu'est-ce qui est important? Ça, c'est la première question qu'il faut se poser. Nous, c'est toujours la question qu'on se pose et qu'on vous pose quand on parle de visibilité et cette ambition, cet objectif d'accroître cette visibilité. Qu'est-ce qui est important et essentiel pour vos clients? Il faut vraiment garder ça en tête et souvent c'est un peu là qu'on perçoit une faiblesse. Alors, dans nos retours d'expérience, pas que j'ai essayé de les synthétiser ici, ce qu'on voit, ce qui reste vrai, et vous connaissez ça certainement très bien aussi, l'essentiel pour les clients, finalement, que ce soit dans une réunion, dans un rendez-vous, dans une communication qu'on leur envoie, dans un livre blanc, dans un événement auquel ils participent, finalement, si on ne parle pas de leurs intérêts propres, alors ça peut être les intérêts de l'entreprise ou leurs intérêts personnels, si on ne parle pas de ce qu'ils désirent, eux, en tant que personne, si on ne parle pas de leurs ambitions, de leurs objectifs, de leurs aspirations, de leurs émotions aussi, hein, si on ne les touche pas par le message qu'on donne, souvent ils sont finalement, bon, ils vont écouter, mais qu'est-ce qu'ils vont retenir finalement de ce qu'on va leur envoyer, de ce qu'on va leur faire lire, de ce qu'on va leur dire. Donc ça, c'est souvent quelque chose, il faut vraiment, on voit qu'en tout cas, si on oriente la visibilité et les actions de communication sur ces sujets-là, on a beaucoup plus d'emphase. Malheureusement, quand on fait des audits et qu'on analyse finalement, on fait un état des lieux de ce qui est pratiqué, souvent, alors ça c'est le grand classique, souvent les communications sont très autocentrées, c'est-à-dire que, alors il n'y a pas de critique là-dedans, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les communications parlent de vous, de vos offres, vous essayez aussi de dire ce que vous apportez en tant que société, qu'est-ce qui peut vous valoriser, mais finalement, vos certifications, vos agréments, enfin tout ce qui peut valoriser finalement votre entreprise, et vous avez raison de le faire. Sauf que parfois, finalement, parler de soi, ça n'intéresse que moyennement vos clients. Et souvent, ils ne se reconnaissent pas là-dedans et ils se disent, on n'est pas très considéré finalement dans ce discours.
Il y a aussi parfois des discours assez partiaux. Donc évidemment, hein, vous avez des objectifs commerciaux, donc vous prenez parti, vous avez des opinions aussi, des convictions, et vous essayez de les communiquer. Souvent, ce que nous disent les clients, ils disent OK, oui, oui, on a bien écouté, mais bon, OK, c'est un discours, c'est une opinion, mais on voit bien que derrière, il y a une intention commerciale, et donc la communication est très partiale, et donc elle ne touche pas son but. Autre point qu'on voit souvent, c'est les communications, qu'elles soient verbales ou écrites, manquent de stimulus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose qui provoque finalement le call to action. Il n'y a pas beaucoup de choses qui relient finalement la communication avec ce qu'on a mis à gauche, c'est-à-dire les désirs, les émotions, les aspirations. Et donc parfois, ça n'a pas autant d'impact qu'on le voudrait. On voit beaucoup aussi de plus en plus que les contenus sont très formatés, hein. On voit que les discours deviennent de plus en plus homogènes. Toutes les ESN communiquent sur les mêmes buzzwords, sur les mêmes sujets, un peu de la même manière. Et finalement, ça crée parfois une dépersonnalisation et parfois même c'est un peu déjà vu ou déconnecté de ce qu'attendent vraiment les clients. Et donc finalement, on fait beaucoup d'efforts pour développer des contenus, des communications, les relayer, et finalement ça ne touche pas à leur but. Parfois, il y a du détachement. Alors, ils nous le disent aussi. Parfois, c'est un peu détaché avec la réalité. C'est-à-dire qu'on essaye de faire passer des choses qui ne sont pas vraiment représentatives de eux, ce qu'ils perçoivent dans leur réalité quotidienne. Là, très récemment, j'ai fait une présentation lors du symposium du CRIP et je discutais avec beaucoup finalement de CTO, de CIO, de grands comptes et d'ETI. Ils me disaient, mais parfois, on voit des discours complètement on va dire, dogmatique sur des sujets. On nous annonce des chiffres qui nous semblent pas du tout correspondre à ce qu'on a, nous, dans notre quotidien. Bon, alors ça peut être vrai pour un client, quand deux clients vous disent la même chose, et puis après qu'il y en a 10 qui vous disent la même chose, on peut se demander finalement si ce qu'on véhicule a une réalité. Et donc notre rôle, nous, en tant qu'analystes et observateurs du marché, c'est justement d'essayer d'être aussi objectif que possible et de relier des choses qui sont le plus proches possible de la réalité. Bon, c'est parfois le manque d'impact, de fadeur, hein. Bon, parfois, on n'a pas beaucoup de moyens, on n'a pas beaucoup de temps aussi de faire des contenus très développés. Évidemment, la manière de communiquer compte beaucoup, et ça, c'est un métier, et je ne m'aventurerai pas sur ce sujet parce que c'est vraiment un métier en tant que tel. Parfois, ça peut être utile de se faire accompagner par des communicants qui savent faire véhiculer des messages de manière avec beaucoup plus d'impact et donner un peu plus de saveur dans ces communications. Et enfin, souvent, et ça revient très souvent, ça manque de personnalisation. Et donc, si vous ne touchez pas le bon persona avec le bon contenu, finalement, ça les intéresse que moyennement. Donc, un petit takeaway à retenir de ça, c'est bon, les bonnes techniques, les bonnes pratiques du neuromarketing restent intéressantes à garder comme fondation, on va dire, en termes de bonnes pratiques. Ce qui est important, donc, c'est créer des contenus qui vont vraiment être en résonance avec ce qui est essentiel pour vos clients. Il faut que vos contenus, malgré tout, parlent avant tout d'eux. Et à partir de ça, vous êtes capable d'installer finalement ce que vous avez à leur apporter, mais toujours en parlant d'eux. Et c'est comme ça qu'on arrive à capter l'attention et surtout faire en sorte qu'ils vont passer à l'acte peut-être de vous contacter, de vous référencer et puis finalement de retenir quelque chose de ce que vous leur avez véhiculé. Ensuite, le marketing, vous savez bien, hein, c'est qu'il faut toujours transférer, il faut être capable de transférer de l'enthousiasme, de l'envie, du désir. Il faut inciter les gens à avancer, à consommer. Donc, c'est important, évidemment, d'asseoir vos convictions et des différenciateurs, mais sans non plus faire l'impasse sur l'authenticité et la vérité. Donc, j'ai vu un certain nombre parfois dans des discussions qu'on a avec certains décideurs informatiques, ils nous disent oui. Ils ont fait une super présentation en soutenance, ils nous ont épatés, c'était un peu la guerre des étoiles, on a été très séduits, on les a pris, et puis finalement, quand on a découvert l'arrière-décor, on a été très déçus parce que les promesses n'étaient pas tenues et on nous a vendu du rêve, et finalement, l'ascenseur émotionnel, on était très enthousiastes et on est tombé très bas. Donc ça crée finalement un décalage qui est très désagréable et qui parfois crée des problèmes à long terme dans la relation commerciale. Autre retour d'expérience, c'est la manière de mener les campagnes. Donc, ce qu'on a vu, qui fait que souvent les campagnes réussissent, et on en mène quand même assez fréquemment avec des ESN, des éditeurs de logiciels, des cloud providers et autres. Souvent, les campagnes sont réussies quand les objectifs et les stratégies pour déployer ces campagnes sont très claires. Elles sont très claires et elles ne sont pas claires que dans la tête du directeur marketing ou de la directrice communication.
elle est claire pour l'ensemble de l'entreprise, des parties prenantes dans l'entreprise, et principalement, évidemment, les personnes qui sont en responsabilité sur le périmètre marketing, communication et commerce. Et c'est important que les trois dimensions soient réunies et partagent les mêmes objectifs et une stratégie qui vont leur permettre finalement de la mener de bout en bout avec des résultats à la clé. Bon, évidemment, on l'a dit tout à l'heure, il faut avoir de l'impact, enfin, il faut essayer d'être original et de ne pas copier ce que fait le voisin. Autre élément extrêmement important, il faut savoir répéter. Donc, il faut pas faire il faut vraiment répéter les messages pour que les gens retiennent. Il faut que ça soit inscrit dans la durée. Il faut qu'il y ait de la diversification de canaux, diversification de contenu. Et surtout, il faut exploiter tout ça ensuite derrière pour faire en sorte que vous obteniez finalement le résultat que vous en attendez et aussi avoir des leviers pour avoir un maximum d'impact. Alors, dans ça, en fait, dans la réalité, malheureusement, ce qu'on voit très souvent, c'est qu'avant de lancer des campagnes parfois qui coûtent cher en temps et en budget, il manque souvent un état des lieux préalable pour dire où on se situe déjà en termes de visibilité, comment on le mesure et de quoi on parle avant de décider de lancer une campagne et de la concevoir. Ensuite, souvent, les contenus parlent trop du quoi, on l'a dit tout à l'heure, hein, pas assez du pourquoi vous le faites et qu'est-ce que vous apportez au client, quel bénéfice. Et souvent, les actions sont trop limitées. Donc souvent, on a des actions one-shot. Je vais créer un livre blanc, je vais faire un petit post LinkedIn, je vais faire un peu de communication pour générer du trafic et puis les gens téléchargeront et puis il ne se passe plus rien derrière. Et ça, c'est un peu dommage parce que c'est un gros investissement et il y aurait certainement intérêt à le faire de plus longue haleine. Souvent aussi, il y a des contenus, mais ils ne sont pas adaptés en fonction des personas. Évidemment, maintenant, quand on parle du numérique, on a différents types de décideurs. On a des décideurs métiers, on a des directions générales, on a des directions de la sécurité, on a des directions de la qualité, de la production, des directions informatiques. Donc, il y a plein de personas différents aujourd'hui à adresser. Et donc, forcément, on ne va pas leur tenir les mêmes discours avec les mêmes contenus, même si on veut passer finalement le même message. Alors, c'est vrai pour les personas, mais c'est vrai aussi sur l'utilisation des canaux. Tout le monde n'utilise pas les mêmes canaux et c'est important évidemment de démultiplier les canaux pour être sûr de toucher sa cible et choisir les bons canaux par rapport aux personas qu'on a. Et parfois, on se restreint un peu trop sur un canal et finalement, on passe à côté de l'opportunité de toucher sa cible. Souvent, ce qu'on voit, alors ça, c'est pratiquement 90% du temps, il n'y a pas d'utilisation ou très peu d'utilisation à d'autres fins de tout ce qui a été créé pour la campagne. Alors que tout ce qui a été créé dans ces campagnes, elles peuvent servir à d'autres choses et on en parlera un petit peu après dans les recommandations qu'on a. Enfin, souvent manque de relais, pas assez de budget consacré. Alors ça, on l'a vu dans certaines ESN. Hein, souvent, les directions générales ne comprennent pas l'intérêt d'avoir un budget marketing et communication digne de ce nom pour être capable finalement d'exister, de relayer son identité et donc de se servir de ça aussi pour le développement commercial. Et souvent, ça, vous connaissez ça par cœur, j'imagine. Il y a souvent une désynchronisation entre le marketing et le business. Chacun est de bonne volonté, mais finalement, si les objectifs et la stratégie n'est pas menée ensemble, souvent on peut aboutir à des situations où le marketing est content de ce qu'il a fait et le business n'est pas content des résultats. Et l'idée, c'est quand même, la finalité, c'est que le business puisse bénéficier de tout ça. Donc, deuxième takeaway, et après on passera un peu aux recommandations. Les campagnes, selon nous, ce qui est vraiment important, c'est que vous les engagiez dans une vision long terme, avec des répétitions, avec des moments différents qui vont permettre finalement de marquer de votre empreinte finalement vos contacts, d'installer votre marque, d'installer vos messages et de pouvoir finalement capitaliser aussi sur l'investissement pour en tirer profit dans la durée et pas juste one shot. En essayant si possible, évidemment, d'adresser tous les personas que vous envisagez finalement de toucher par ces campagnes. Et puis, pensez bien aussi au ROI, tout ça. Hein. On sait que c'est des gros investissements en temps et en budget pour créer les contenus comme pour mener les campagnes, les suivre et puis les transformer en lead et puis après en affaires signées. Donc, c'est important aussi de bien prévoir le plan après la communication, après les événements que vous organisez pour être sûr que derrière, il y a un suivi qui va permettre de transformer finalement tout cet investissement. Alors, ce que nous faisons pour l'écosystème, une fois qu'on a posé un petit peu ce décor, hein, j'espère que vous vous retrouvez dans quelques-uns de ces aspects, que ça vous sera utile. Vraiment, on a essayé de synthétiser tout ce qu'on rencontre aujourd'hui. Qu'est-ce que nous, on propose? Ce qu'on essaye de faire de manière très humble et très empathique, hein, on essaie déjà de faire corps avec vos propres enjeux, vos propres objectifs commerciaux en particulier. Et à partir de ça, ce que nous, on peut apporter, c'est
Nous, on a le bénéfice d'avoir des bases de connaissances marché extrêmement étendues, hein. Alors, les chiffres marché, les classements d'acteurs, des benchmarks, qui nous permettent d'avoir toute une base finalement de contenus qui sont tout à fait exploitables pour créer des contenus. Et aussi, on fait des enquêtes auprès des utilisateurs. Donc, ça va être permettre aussi de dire, bah, je vais communiquer en connaissance de cause, en sachant vraiment où sont les priorités, où sont les enjeux, où sont les points d'intention, les critères de décision, les choix que vont faire mes personas, mes propres clients ou mes prospects pour être sûr que les messages qu'on va leur adresser vont être en résonance avec ces besoins. Donc évidemment, pour vos campagnes aussi, on nous le dit assez souvent, alors il y a des intégrateurs, des ESN, des éditeurs qui nous disent ça, faire co-développer des contenus avec nous, ça leur permet aussi d'apporter une forme de caution et de neutralité, d'indépendance quand ils vont véhiculer un livre blanc, quand ils vont véhiculer une infographie, quand ils vont faire un événement, quand ils vont faire un club utilisateur, enfin peu importe ce qu'ils organisent, mais le fait qu'il y ait l'intervention d'un cabinet d'analystes indépendant, ça leur permet finalement de cautionner les messages qu'ils vont pouvoir apporter et puis aussi d'apporter un éclairage indépendant qui peut être utile à leurs clients et prospects. Donc, on organise, nous, très fréquemment ce qu'on appelle des CXO surveys. Donc, en traduction bien française, on fait des enquêtes auprès de décideurs. Alors, c'est des décideurs informatiques, mais aussi des décideurs métiers, hein, et on essaye d'avoir un bon mix finalement de ces populations parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on a autant de décideurs non informatiques que informatiques dans les décisions autour de l'IT et du numérique. Alors, en fonction des enquêtes, on va essayer de les répartir, hein. Donc, on va essayer déjà de faire des enquêtes à l'échelle européenne. Parfois, on fait des enquêtes complètement locales, hein, en France, en Allemagne, en UK. Et on essaie comme ça de pouvoir apporter aux acteurs locaux des éléments de réponse, finalement les datas qui vont les intéresser par rapport au marché qu'elles adressent. Typiquement, on peut avoir une ESN qui travaille majoritairement en France, mais qui a aussi des activités en UK, en Italie et en Espagne, par exemple, et qui vont être très intéressés d'avoir les données de ces différents pays, pouvoir les comparer et puis adapter finalement ces contenus en fonction finalement des datas qu'on a collectées dans ces enquêtes clients. Alors, tous les ans, on essaye de proposer évidemment à l'écosystème des thématiques qui nous semblent très importantes en ce moment. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on pré-produit finalement ces enquêtes et après, on monétise pour ceux qui sont intéressés l'achat de ces données. Donc là, vous voyez, sur l'année 2023, on a prévu un certain nombre de choses. Il y en a certaines qui ont déjà été produites. Donc, notamment, on a fait une CXO survey sur tous les aspects sustainability, green IT, IT for green, zéro carbone et autres. Donc c'est une enquête qu'on a fait à l'échelle européenne avec des déclinaisons par pays. On vient d'en achever une et vous avez peut-être vu des communications passées. On a fait une grande enquête sur les stratégies cloud des grands comptes et ETI françaises en partenariat avec le CRIP. Donc, c'est vraiment le CRIP qui a co-conçu avec nous le questionnaire et qui a répondu à l'enquête, donc avec des réponses très qualitatives. On en fait une là en cours là, qui démarre sur tout ce qui est stratégie de modernisation et de migration vers S4HANA, hein, qui est un gros marché. Hein, évidemment, la base installée SAP est très importante dans les entreprises françaises et européennes. Et donc, on lance une grande enquête autour de ça pour être sûr qu'on capte vraiment quels sont les grands enjeux, les grands drivers d'évolution de ce marché, les attentes, les priorités d'investissement, les besoins en termes d'accompagnement, d'avoir vraiment toutes ces réponses à pouvoir apporter à l'écosystème. Enfin, vers Q4, Q3, Q4, on va faire un autour de tout ce qui est Customer Experience, donc tout ce qui est stratégie d'engagement numérique des clients, donc vraiment le digital pour le Customer Facing, pour la fidélisation des clients, donc le e-commerce et tout ça. Et on va refaire une en fin d'année sur tous les aspects Sustainability, RSE, Net Zero pour pouvoir avoir quelque chose qui est renouvelé tous les ans. En accompagnement de ça, évidemment, on est capable, et on en fait assez souvent, on fait des enquêtes aussi sur des thématiques qui ne sont pas prévues dans cet agenda, hein, qui peuvent être très spécifiques à la spécialisation que vous représentez. Hein. On sait qu'il y a des ESL qui sont très orientés sur un certain nombre de solutions du marché, sur Salesforce, d'autres qui vont être plutôt dans le développement logiciel, d'autres plutôt sur les infrastructures. On va avoir des éditeurs qui vont être très verticalisés, très métiers, très sectorisés ou très verticalisés sur une fonction de l'entreprise. Donc, on est capable aussi, évidemment, de faire des enquêtes. On en a fait dans le passé pour des sociétés comme Cegid, par exemple, qui est plutôt un positionnement très spécifique sur le marché du logiciel.
Et évidemment, on accompagne ça, on ne fait pas juste des enquêtes et on vous fournit les données, on essaie d'accompagner ça par la capacité de développer des contenus avec vous. Donc, ça va d'une code analyse pour une communication, un contenu web ou un communiqué de presse, ça va aller par une infographie, des mini-livres blancs, des livres blancs un peu plus importants. Ça va être des interventions dans des événements pour restituer finalement ce qu'on aura travaillé ensemble. Là, on l'a fait récemment, par exemple, on a cette démarche-là en ce moment avec une société qui s'appelle Riverbed, où on les accompagne à la fois sur l'infographie, le livre blanc, des interventions dans des événements. Et donc, on inscrit finalement ensemble, on co-construit ensemble une campagne et on va la délivrer ensemble avec une caution qu'on essaie d'apporter, évidemment, par l'enquête qu'on a réalisée, indépendante, qui vont permettre de donner du corps et finalement faire résonance au message qu'on va poster avec cet offreur. On fait aussi des ateliers, hein, donc c'est pas tout, mais à partir du moment où on a tous ces résultats d'enquête, on est capable d'animer des ateliers de sales enablement et de training, parce que au-delà de communiquer, de se rendre visible, par exemple, je sais pas, je veux être visible sur le marché du cloud et la transformation, le move to cloud. Ce qui va m'intéresser, c'est aussi que les commerciaux puissent relayer ce message-là auprès de leurs clients, puissent, le moment où ils vont obtenir des leads par ces campagnes, être capables d'engager la discussion avec les clients, de pouvoir avoir de l'argumentation. Et donc finalement d'avoir une sorte de continuum, hein, au même titre on cherche à avoir des continuums dans l'expérience client, cette expérience client de communication, il faut aussi la mener du marketing jusqu'aux actes commerciaux sur le terrain. Donc voilà, pour schématiser tout ça, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment le cœur, hein, vraiment l'or l'or à exploiter, hein, le pétrole à exploiter, la matière brute qu'on a exploitée, nous, c'est les data. Et à partir de ces data, nous, on va essayer de composer finalement pour la fonction marketing, pour la fonction commerce, pour la fonction direction, pour la direction de la stratégie, d'être capable finalement d'utiliser ces données brutes et de les mettre en contexte pour être capable d'adresser des besoins qui peuvent être variables en fonction des entreprises, hein. Parfois, on va être juste sur des aspects marketing, parfois juste sur des aspects commerciaux, parfois juste animer un atelier en comité de direction. Et parfois, ça va être un ensemble de tout ça. On va se dire, quitte à faire l'investissement sur ces données, quitte à travailler sur des contenus, autant les mettre à profit finalement au sein de l'entreprise pour avoir une démarche end-to-end vis-à-vis de nos clients et de nos prospects. Alors typiquement, là, je vous donne un exemple de plan qu'on peut construire, ce qui va être réparti sur 3-4 mois. C'est une bonne durée où on va commencer par faire une infographie à partir d'une enquête ou des données qu'on a déjà dans notre recherche. On va participer à un contenu web, à un communiqué de presse avec une code de l'analyse qui a travaillé sur l'enquête. On va co-développer un livre blanc ou plusieurs livres blancs qu'on va pouvoir découper et pouvoir communiquer par exemple sur différentes semaines et puis aboutir au final à un grand livre blanc qui consolide le tout. On va être capable de faire de la communication, par exemple s'il y a un événement, faire un petit communiqué de presse ou dans le cadre d'un lancement d'une nouvelle offre. Et évidemment aussi accompagné par notre propre dispositif presse et réseaux sociaux, tout ce qu'on va produire. Nous, on a un écosystème de 220 journalistes qu'on arrose régulièrement de nos propres communications, nos propres publications. Et évidemment, quand on accompagne des acteurs de l'écosystème, dès qu'on fait un livre blanc, une infographie, une intervention, on essaie de les communiquer auprès de cet aéropage de journalistes, mais aussi évidemment par nos propres canaux digitaux, hein, que ce soit le web, les réseaux sociaux, notre site de référence sitesi.com de notre recherche, et de faire en sorte de vous aider évidemment à gagner un maximum de visibilité. Enfin, souvent ce qu'on essaie de faire quand en tout cas on a l'adhésion et ce duo entre le marketing et le commerce, c'est de vraiment prévoir finalement de créer les bons outils et le bon training auprès des commerciaux pour qu'ils soient capables d'être le relais de tout ce qui a été lancé, notamment quand c'est une nouvelle offre qu'on lance ou quelque chose qui est on essaye que les commerciaux poussent un peu plus, on essaye de les accompagner. Et évidemment, nous, quand on organise ces ateliers, on a une écoute qui peut être différente de celle que vous allez avoir quand vous communiquez. Voilà, l'actualité pour nous, c'est la grande enquête cloud. Donc, pour ceux qui sont intéressés, donc on vient de faire cette enquête avec le CRIP, donc le Club des responsables infrastructure et production. Donc, il tourne autour de toutes les thématiques autour du cloud. On a interrogé 100 entreprises mid-market et grands comptes, avec une cible qui est plutôt DSI, CTO, directeur de projet IT, avec 41 questions thématiques, avec dans l'ambition de vraiment mesurer, faire un état des lieux des stratégies cloud, mesurer la maturité de la migration cloud et aussi travailler tous les aspects autour du numérique responsable, de tous les aspects financiers autour du cloud, hein,
comment je gère mes budgets, comment j'optimise mes coûts, quels outils je dois mettre en place, comment je prévois aussi mes dépenses dans le cloud avec la variabilité qu'on connaît. Donc, on en a vraiment voulu, au travers de cette enquête, adresser toutes ces thématiques. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a co-construite avec le groupe de travail et le CTO du CRIP, pour être sûr que finalement, les réponses qu'on allait obtenir vont répondre à des questions qui sont des questions clés pour ces décideurs. Donc, vous regarderez un petit peu les premières réponses. On a des réponses assez intéressantes et qui vont parfois un peu en contradiction avec les grands messages que peuvent passer d'autres analystes ou d'autres offreurs qui ont tendance à faire oublier qu'il y a une informatique qui existe dans les entreprises et qu'il n'y a pas que du cloud public. Donc, c'est assez intéressant de regarder que finalement, la réalité du cloud n'est pas forcément celle qu'on pense tous les jours. Voilà, donc on a voulu faire une enquête de grande qualité, hein. C'est pour ça qu'on fait de plus en plus d'enquêtes au travers des associations professionnelles, hein. Donc on en fait évidemment tous les 6 mois avec Numéum dans le cadre de l'Observatoire de conjoncture. On en fait de plus en plus avec le CRIP, et là on est en train évidemment de discuter avec le CIGREF pour faire vraiment des enquêtes aussi et des travaux communs en fait, en toute indépendance, pour être capable de vraiment travailler le volet supérieur, c'est-à-dire vraiment la direction informatique, la stratégie, les schémas directeurs IT, et surtout comment ça s'imbrique dans les stratégies d'innovation des grandes entreprises, et être capable de restituer ça dans des enquêtes encore plus qualitatives que ce qu'on peut faire toujours et encore. Voilà. Donc quelques références, et puis après j'espère qu'on aura un peu de temps pour discuter. On a fait des enquêtes et des livres blancs sur de la cybersécurité, par exemple sur le cloud, je viens d'en parler. On en a fait une sur l'observabilité. Donc vous voyez, on est capable de le faire sur à peu près toutes les thématiques, et puis après on est capable d'adresser évidemment tous ces contenus, tous ces résultats d'enquête au travers de différents. Donc, on peut faire des interventions auprès des COMEX, dans des clubs utilisateurs, auprès des collaborateurs. On le fait pour un certain nombre de SN. On le fait aussi parfois dans des journées d'innovation organisées chez les clients. On le fait dans des associations, dans des salons. Donc, on est vraiment très 4x4, tout terrain. On peut intervenir dans tout type de contexte. L'important, c'est que le discours et le message soient portés aux bonnes personnes de la bonne manière. Voilà, évidemment. Puis on développe aussi, hein, parfois on prend en charge aussi tout l'aspect graphique, donc on est capable aussi d'aller jusqu'à la partie mise en œuvre, mise en forme finalement des contenus, et donc de vous soulager de cette partie-là si vous n'avez pas envie de le faire. Voilà, et puis pour les interventions, vous voyez, on fait ça assez souvent, on communique beaucoup autour de ça. C'est aussi un bon vecteur, évidemment, la communication, les événements, pour faire passer des messages et puis faire en sorte de mettre en contexte des contenus qu'on a développés. Voilà, alors question-réponse. J'espère que j'ai pas été trop long, hein. Je suis très bavard, mais je suis passionné par le sujet. J'espère que ça vous apporte un éclairage sur ce qu'on est capable de faire. J'espère aussi que ça vous permet de donner des idées, et je serais ravi, en tout cas, si vous le souhaitez, de pouvoir discuter avec vous et de répondre à vos questions. Alors, je vais regarder les questions ouvertes. Alors, il y a une question, j'ai une question sur les budgets. Alors, les budgets, c'est très, vous avez vu, on est dans une démarche assez progressive, très modulaire. Alors, on n'a pas évidemment, on a des enveloppes de budget par type d'offre qu'on propose, hein, sur une infographie, un livre blanc. Et ce qu'on essaie surtout, ce qu'on va faire, c'est surtout essayer de comprendre l'objectif, là où vous partez, ce que vous voulez cibler, quels sont vos objectifs par rapport à une campagne. Et à partir de ça, on va évidemment vous faire des propositions de manière modulaire. Et puis évidemment, vous allez confronter ça avec les budgets que vous pouvez engager sur ces choses-là. Ce qu'on essaye de faire aussi, et ça manque souvent, on essaye de valoriser le ROI, hein, quand même, quelque part, pour que vous puissiez le justifier en interne. On sait que les budgets, il faut aller parfois les discuter et les obtenir. On essaie aussi de vous inciter à y associer vos partenaires technologiques, hein, qui parfois proposent des marketing development funds qui peuvent être utilisés finalement pour des livres blancs, pour des événements, et financer une partie de ces campagnes. On a des choses très variables. On a fait des choses à quelques. On peut aller, vous voyez, par exemple, une cote analyse, ça va être quelques centaines d'euros, et on peut aller sur des plans à plusieurs dizaines de cas euros en fonction de la durée, en fonction du nombre de contenus qu'on va produire. Et on n'a pas une démarche, uniforme, homogène, qu'on veut imposer comme une vérité toute puissante. On sait très bien que de toute façon, on ne va pas travailler de la même manière si on travaille avec une très grande ESN internationale, avec des moyens conséquents,
et qui a ses propres autonomies aussi sur un certain nombre de choses, comme on va travailler avec une ESN ou un éditeur un peu plus mid-market, en tout cas moins gros, qui a peut-être une vision plus locale, avec moins de ressources, moins de moyens. Donc on va essayer de s'adapter avant tout, et surtout ce qu'on va essayer de chercher à faire, c'est que ça soit utile et que ça produise les effets que vous escomptez finalement, parce que c'est long, c'est fastidieux de mener des campagnes. Parfois, c'est difficile d'y associer dans la durée toutes les personnes qui devraient l'être, notamment les directions commerciales. Parfois, c'est dur de les faire tenir dans la durée parce qu'elles sont prises par le quotidien de leurs clients. Donc, on essaie de faire des choses qui soient performantes, efficaces et surtout adaptées à votre contexte. Et le contexte, ça peut être aussi le budget. Est-ce que vous êtes capable d'intervenir sur des directions commerciales ou des comités commerciaux? Alors oui, ça peut être une première étape du sales enablement. Il y a 2 ans, on avait fait une mission pour un intégrateur réseau et sécurité qui avait besoin de lancer toute une nouvelle offre autour des managed services réseau et qui avait besoin d'accélérer, de faire accélérer, finalement, booster un peu le commerce associé à ça. Donc, ils avaient fait un certain nombre de contenus. On avait cartographié avec eux aussi les comptes clés qu'ils voulaient adresser pour savoir là où c'était utile d'aller ou pas. Et puis après, ce qu'on avait dit, c'est bien beau de faire tout ça, mais finalement, si on s'arrête là, qu'est-ce qui va se passer? C'est bon, on a qualifié les bons comptes. On va pouvoir donner aux commerciaux des informations sur ces comptes-là. On va leur demander de faire des rendez-vous. Et finalement, ils vont prendre les rendez-vous et peut-être qu'ils vont être un petit peu mal à l'aise parce que pas très confortables à pousser quelque chose qu'ils n'avaient pas l'habitude de pousser. C'était plutôt des commerciaux qui étaient habitués à vendre des architectures réseau avec des services d'intégration et pas très très rompus finalement à vendre des offres pluriannuelles de contrats managés avec des engagements de service. C'est vraiment un acte de vente complètement différent avec une approche consultative selling qui n'était pas forcément très bien maîtrisée. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait on a fait une première intervention en direction commerciale pour présenter finalement ce qu'on avait fait en termes de communication et aussi de qualification de compte. Et puis après, on leur a proposé, pour ceux qui le souhaitaient, de faire des ateliers. Finalement, on était capable de délivrer un pitch commercial avec des outils qui sont employables. Hein. Vous savez que souvent les commerciaux ils disent oui, mais j'ai pas la bonne présentation ou j'ai pas les bons outils pour porter ce discours-là ou j'ai pas les bonnes équipes pour m'aider. Donc, on a essayé aussi de faire en sorte que tout ce qui allait être généré par le marketing en termes de lead gen puisse se transformer ensuite, être vraiment pris avec enthousiasme et confort par l'équipe commerciale et être capable finalement de maximiser le win ratio et la transformation des leads en business et finalement d'obtenir, au-delà des incitations commerciales, d'obtenir finalement le développement qui est attendu sur cette offre. Donc vraiment, c'est pour ça que c'est important finalement nous, on peut être un peu ce fédérateur multifonction entre le marketing, la direction générale, la direction commerciale. Parfois aussi, on nous fait intervenir auprès des directions générales pour aller argumenter l'intérêt de faire ça, d'aller vendre un peu la campagne auprès du directeur général pour obtenir des budgets. Donc voilà, nous, on est vraiment, on a un rôle de conseil. Donc notre rôle de conseil, c'est d'être utile et de pouvoir intervenir dans vos contextes organisationnels. Et en fonction des contextes, on a des choses très différentes en termes de moyens, en termes de budget, en termes de collaboration entre les équipes. Donc, il n'y a pas de souci, on peut faire ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non, pas trop de questions. On pourrait presque ouvrir les micros s'il y a des gens qui ont des questions à poser directement, ce serait peut-être plus simple. Je ne sais pas, Myriam, si tu nous entends, si on peut ouvrir les micros. N'hésitez pas, hein, on est là pour discuter si vous avez encore un petit peu de temps. Moi, je serais ravi de m'enrichir aussi de vos questions, voire peut-être de contradictions sur ce que je viens de vous raconter. Non, personne se lance. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on arrête là. Bon, vous avez mes coordonnées, n'hésitez pas à me solliciter. Je serais vraiment ravi de pouvoir échanger en tête-à-tête avec vous. Hein. J'imagine que vous n'avez peut-être pas forcément envie, là, dans ce cadre-là, de discuter de vos propres enjeux, stratégies. N'hésitez pas à me solliciter. Moi, j'adore toujours discuter avec des fonctions marketing, des fonctions commerce. Hein. Dans le passé, moi, j'étais 10 ans marketing stratégique. Et puis, j'anime très régulièrement aussi le club des marketeurs InTech, puisque on est partenaire du CMIT aussi. Et donc,
j'aime toujours bien discuter avec ces fonctions marketing et partager leurs enjeux, leurs questionnements, parce que c'est vraiment une fonction où les gens essaient toujours de faire mieux et parfois pas autant valorisé qu'elle le devrait en interne des entreprises, notamment dans les ESN. Souvent, le marketing n'est pas assez valorisé, je trouve, par rapport à tout ce qu'elles font pour faire exister l'entreprise et communiquer la marque employeur, le brand auprès des clients. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. J'espère que ça vous aura été intéressant. N'hésitez pas à nous solliciter donc pour qu'on vous apporte des informations complémentaires ou pour discuter vos propres besoins. Et puis, on sera ravis de vous accueillir dans un nouveau webinaire, en tout cas si celui-ci vous a plu. Donc, on vous enverra peut-être une enquête de satisfaction pour savoir si ça a répondu à vos besoins et puis pour collecter vos futurs besoins. Et s'il y a des choses qui peuvent vous intéresser, on sera ravis d'organiser à nouveau un webinaire comme celui-là. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous remercie de votre écoute et puis je vous souhaite bonne chance et puis bon business avec vos clients. Au revoir.